bonsoir à tous. À la une de ce journal, crispation du climat sociopolitique en Guinée-Conakry, là où des violences post-électorales meurtrières sont décriées. Le gouvernement de ce pays dénonce une stratégie du chaos orchestrée pour remettre en cause le scrutin présidentiel et les résultats pourraient être connus d'ici vendredi prochain, publiés par la CENI. Quelle est l'ambiance dans la capitale de la Guinée-Conakry et le manque de réponse en ouverture de ce journal. 4 ans après la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, la stèle de commémoration est toujours inexistante. Sous le site de construction, les travaux piétinent depuis belle lurette. La modernisation de l'hôpital d'Ezeka est reléguée au dernier plan. Vous verrez dans ce journal comment les promesses non tenues du gouvernement aggravent la souffrance et la tristesse des populations endeuillées et des populations riveraines. Une question qui reste également préoccupante, celle des indemnisations des victimes et des ayants droit. Nous en parlerons dans le dossier consacré à cette actualité. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Allons tout de suite en Guinée-Conakry où des heurts ont éclaté entre manifestants anti-Alpha Condé et des forces de l'ordre. Le gouvernement a rendu public un communiqué dans lequel il dénonce une stratégie du chaos orchestrée par les partisans de l'opposition en vue de remettre en cause le scrutin. Pendant ce temps, Cellou Dalein Diallo affirme qu'il est séquestré à son domicile. Le climat sociopolitique se crispe dans une partie de la capitale et dans d'autres régions de ce pays d'Afrique de l'Ouest, là où de nombreux morts ont été enregistrés après de violents affrontements entre les manifestants anti et pro-Alpha Condé. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. Alors que la Commission électorale nationale indépendante a commencé à donner les premiers résultats qui placent le professeur Alpha Condé, le président sortant, en tête devant son principal adversaire, le candidat de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, avec une avance de plus de 41 000 voix, Conakry a retrouvé des couleurs, même si la situation reste très volatile. Effectivement, nous nous trouvons ici au grand rond-point de Bessia, à l'entrée de l'aéroport international de Conakry, l'entrée principale pour gagner la capitale guinéenne. La vie a repris, les activités se déroulent à peu près normalement, mais on signale par et là dans la ville un certain nombre d'échauffourées. Des échauffourées qui sont enregistrées notamment dans les fiefs du candidat de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, très exactement après l'aéroport ici à Amdalaï et Bambeto. Déjà après l'annonce qu'il avait gagné l'élection présidentielle dès le premier tour, c'est effectivement dans ces quartiers qu'on avait enregistré des échauffourées et même des blessés suite aux affrontements entre les militants de l'UFDG et les forces de l'ordre. On aperçoit justement les forces de l'ordre positionnées un peu partout dans les points stratégiques de la capitale guinéenne. Quant au domicile de Cellou Dalein Diallo, il est encerclé par la gendarmerie et la police et le principal opposant guinéen est donc coupé du reste du monde. Les populations, elles, restent très partagées. Il y en a qui estiment que la vie doit suivre son cours normalement. Il y a aussi ceux qui préfèrent jouer de prudence et qui ont donc gardé leur commerce fermé, qui mènent une activité au ralenti, même si le désir irrépressible de la vie l'emporte finalement ici dans la capitale guinéenne où l'on voit malgré tout les Guinéens sortir dans la rue en attendant effectivement l'heure fatidique de la proclamation définitive des résultats de cette élection présidentielle. Je suis serein. Oh, oui. Alors il y a quand même eu des incidents, il y a eu des casses. S'il y a eu des incidents, je ne suis pas au courant. Voilà. Parce qu'après les élections, je suis allé chez moi me coucher. Des échauffourées partout. Donc ça m'attriste beaucoup. Je suis vraiment dans la tristesse. Je suis trop pressé de voir les résultats là et que la Guinée retrouve la paix. Nous avons peur parce que sans la paix, rien n'est possible. La Guinée est une famille. Si on ne se donne pas la main, on ne peut pas évoluer dans un pays. Comme vous avez pu constater, moi, les bureaux sont ouverts, rien n'est paralysé quand même. Depuis Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop,
Guy Zogo. Dans cette page internationale, des violences ont également été observées au Nigeria, là où des jeunes se mobilisent depuis plusieurs semaines pour dénoncer des violences et des abus de la part des forces spéciales de la police. Les réformes annoncées par le président Muhammadu Buhari n'ont pas convaincu les jeunes et un couvre-feu a été décrété pour 24 heures. Pendant ce temps, d'autres violences sont enregistrées dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. On fait le point avec Gladys Sidji. La journée du mardi 20 octobre a été particulièrement sanglante au Nigeria. Plus de 1000 manifestants rassemblés sur un péage à Lagos ont été dispersés par des tirs de balles réelles. Selon Amnesty International, plusieurs manifestants ont été tués. On compte plus de 20 morts depuis le déclenchement du mouvement de contestation et plus de 25 blessés. Des chiffres qui n'ont pas été officiellement confirmés. Les autorités ont durci le ton en imposant un couvre-feu de 24 heures. Sur la toile, c'est l'indignation totale. Elle s'étend au-delà des frontières du Nigeria. Le candidat à la présidentielle américaine Joe Biden a appelé le président Buhari et les militaires nigérians à cesser la violente répression des manifestants. Rihanna, star américaine, écrit sur Twitter « Mon cœur est brisé pour le Nigeria. Je ne supporte pas de voir la torture et la brutalité qui continuent d'affecter nos nations. » Le mouvement de contestation au Nigeria est né début octobre sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences policières et s'est peu à peu mué en un mouvement contre le pouvoir en place et la mauvaise gouvernance. En Guinée-Conakry, la compilation et la publication des résultats cristallisent les attentions entre pouvoir et opposition. La Commission électorale nationale indépendante a commencé à publier les premiers résultats provisoires partiels. Les chiffres annoncés jusqu'ici ne concernent que 4 circonscriptions du pays sur 38 au total. Et dans les 4 circonscriptions, le président sortant Alpha Condé est en tête, ce qui n'est pas du goût de l'opposant Sédou Dalein Diallo, qui a un peu plus tôt annoncé sa victoire à cette élection. Il est désormais bloqué à sa résidence, encerclé par une forte présence policière. Pas de troisième mandat chez nous. Et en Côte d'Ivoire, le pays retient son souffle à 10 jours de l'élection présidentielle. Des scènes de violence sont enregistrées dans plusieurs villes où les habitants s'organisent entre provisions et retour au village. Les militants de l'opposition au président Alassane Dramane Ouattara, candidat à un 3e mandat, ont répondu au mot d'ordre de boycott actif lancé par Henri Konan Bédié et Pascal Afiguessan. Le mouvement de contestation s'est répandu jusque dans les universités, où des cours ont été suspendus. On compte également plusieurs morts. Les craintes de nouvelles violences sont grandes en Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Dans l'actualité internationale et l'actualité nationale à présent, l'effondrement d'un immeuble a fait un mort à Babadjou. Dans cette partie du Cameroun, c'était un ouvrier qui n'a pas pu échapper à l'effondrement de cet immeuble en pleine construction, ce qui pose le problème de la qualité des matériaux de construction utilisés sur ce chantier. Reportage Xavier Foka. Les habitants de Toumaka, une localité de Babadjou à l'ouest du pays, sont dans l'émoi et la consternation. Un immeuble en construction s'est effondré sur des ouvriers. Avant que le drame s'est posé, certains sont descendus. Donc, il restait 3 personnes. Donc, parmi les 3 personnes, on a eu à retirer les 2. Il manque une personne. On est en train de vouloir retirer un de nos collègues à terre. Lui ne parle pas, même son téléphone ne passe pas. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Après au moins 3 heures de travail ardu, le nommé Lac Pagires est extirpé vivant des décombres, mais la joie est de courte durée. Le malheureux perdra la vie quelques heures plus tard, lors de son transfèrement pour l'hôpital régional de Bafoussam. Les ouvriers accusent leur employeur. Le patron de la maison, c'est lui qui est causé dans tout ça. Quand on fait la dalle, on fait souvent 1 mois et demi avant d'entamer les travaux sur ça. Lui, il nous dit qu'il est pressé, il faut qu'avant la fête de Noël, on aurait déjà fini tous ces travaux. Donc on a fini la dalle, c'était un mardi. Sans même faire 5 jours, il nous avait pressé jusqu'à on a recommencé les travaux en haut de la dalle. Selon cet ouvrier toujours, c'est lors de la reprise des travaux sans tenir compte des règles de sécurité que le pire va se produire. Il est dit toujours en train de nous presser. Nous on dit que bon, pour la 2e dalle,
il faut qu'on aille chercher les piquets pour faire les pêches. Il dit qu'on va enlever ce qui est à terre, ce qu'on avait fait les premiers pauses, pour faire la deuxième date. C'est quand les gens voulaient enlever que le drame s'est posé. Qui fait vite fait 2 fois, a-t-on coutume de dire. Sauf que dans ce cas, on ne fera pas seulement 2 fois. Le pire, c'est que la précipitation a emporté avec elle une vie humaine. Vous ne l'avez peut-être pas oublié, cette promesse du gouvernement de construire une stèle de commémoration pour la mémoire et pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka. 4 ans plus tard, les travaux piétinent. Malgré les promesses du gouvernement, presque rien n'a été fait. C'est la broussaille désormais sur le site de construction de la stèle, rendue à l'hôpital d'Ezeka, où des promesses également avaient été faites pour moderniser l'hôpital en vue d'éventuelles autres catastrophes. Là aussi, ce sont des plans du personnel. Rien n'a été fait pour moderniser l'hôpital, qui peine toujours à améliorer son plateau technique et à prendre en charge des cas graves à Ezeka. C'est le constat que font Jean-Paul Chouniat et Joël Niem dans ce grand reportage. Le klaxon assourdissant d'un train qui perturbe au quotidien la méditation continuelle des populations d'Ezeka. Elles sont toujours sous le choc depuis cette date fatidique du 21 octobre 2016, jour où le fameux train 152, en provenance de Yaoundé pour Douala, finissait sa course en contrebas de la voie ferrée et tuant au passage 74 personnes, selon des chiffres officiels. Il y a 4 ans déjà que c'est passé, mais les mémoires restent gravées. On n'arrive pas encore à sortir de nos têtes l'image que cela a provoqué. Nous n'oublions pas les corps et les nombreux blessés que nous avons traversés ce jour-là. Les wagons étaient là, quand on passait, on voyait ces wagons. On a beau crier, parler, les wagons sont partis. Maintenant, on nous laisse quelque chose ici qui doit être en mémoire de cela. Mais est-ce que c'est inachevé? Sous les vives douleurs des familles des disparus et l'émotion nationale et même internationale, le gouvernement camerounais s'engageait sur l'honneur de dresser une stèle à la mémoire des victimes. Le chantier est lancé en 2018 pour une durée de 3 mois. Mais 2 ans plus tard, la stèle en construction somnole dans la broussaille. On a l'impression qu'il y a une conjuration pour cette ville, des gens qui se sont assis pour décider que rien de bon, rien de beau ne se passerait à Ezeka. Nous avons de très mauvais souvenirs à Ezeka. La stèle est abandonnée dans la broussaille. Aucun souvenir. Tout le monde est fâché. Tantôt il y a des accidents par-ci par-là. On ne sait ce qui se passe. On dirait que les ancêtres sont fâchés. Gardien du chantier, cet homme a mal, et même très très mal, de voir la mémoire des victimes jetée en pâture dans les archives de l'oubli. Regardez comment c'est dans la broussaille. Partout là. C'est envoyé par la brousse. On dirait que les bandits dorment même ici, dedans. Dépités par cette attitude des ministres de Paul Biya, les habitants d'Ezeka sont fâchés. Et même très très fâchés. Tous demandent au gouvernement d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire. Qu'on vient terminer, ça on ne termine pas, qu'on casse. Parce que nous on a l'habitude, c'est-à-dire aux pareilles situations. Je dis bien que l'État vienne achever ce qu'ils ont commencé. Qu'ils ne se moquent pas de la population des Ezeka ou bien du département de Niamey. Nos frères sont morts ici. On nous a promis de faire quelque chose. Ici à l'hôpital, il n'y a rien. Dans la ville d'Ezeka, certaines promesses faites lors de cet accident ferroviaire sont aux oubliettes, y compris le réaménagement de cette voie ferrée des années 50. Conséquence, un train marchandises déraillait il y a quelques semaines, causant d'importants dégâts matériels sans la moindre goutte de sang versée, rappelant même le douloureux historique des accidents ferroviaires dans la ville d'Ezeka. Il y eut d'abord ce premier train des années 60 qu'on avait si généreusement dénommé le train de la mort. Et avec ce deuxième train, il est venu ressusciter, rouvrir toutes ces plaies. Nous avons un goût très amer, un goût d'être toujours délaissé. 21 octobre 2016, 21 octobre 2020, 4 bonnes années déjà que des larmes continuent de couler pour pleurer le sort des blessés graves abandonnés. Des centaines de morts ensevelis sous terre sur le site de l'accident du train 152 à Ezeka.
Où en est-on avec le processus d'indemnisation des familles, des ayants droit et des victimes de cette catastrophe ferroviaire des ECA? Selon le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances, ils estiment qu'il y a encore de nombreuses victimes qui n'ont pas été indemnisées. Les députés réunis au sein de ce réseau appellent ces victimes et ayants droit à saisir la justice et saisir ces parlementaires afin que justice et réparation soient faites. Compte rendu, Sylvestre Hippolyte Zangao. En plus de la douleur du drame, toujours présente, 4 ans après, plusieurs victimes de l'accident ferroviaire des ECA n'ont toujours pas été indemnisées. Pour certaines même, tout espoir est perdu. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas, martèle le réseau parlementaire pour la promotion des assurances. Effectivement, nous avions appris que certaines victimes ou bien certaines personnes étaient en train de penser que le sinistre, que les victimes ne pourront plus être indemnisées. Et d'où l'intérêt de notre communiqué qui est suffisamment clair que le réseau parlementaire pour la promotion des assurances, en conformité avec les textes en matière d'indemnisation, informe les victimes et les ayants droit que l'indemnité n'est pas suspendue. Pour toute personne qui n'est pas encore indemnisée à ce jour, nous leur demandons de prendre contact avec l'assureur du civilement responsable. Quoique nouvellement né à l'Assemblée nationale, le réseau parlementaire pour la promotion des assurances affirme suivre ce dossier de près pour que toutes les victimes ou leurs ayants droit soient indemnisées. Je demande à toutes ces victimes de nous saisir. Les séances de travail vont se poursuivre pour que la population puisse savoir effectivement du sort réservé à l'indemnisation de toutes ces victimes aujourd'hui qui ont montré à suffisance que la situation ferroviaire avait un problème dans notre pays. 4 ans sans indemnisation, alors que les victimes sont entièrement consolidées. C'est long, déplore le réseau parlementaire pour la promotion des assurances. En matière d'indemnisation, il ne devrait pas avoir de lenteur. Il ne devrait pas avoir de lenteur. Il peut simplement être... on peut justifier la lenteur quelquefois si la victime n'est pas entièrement consolidée. Mais lorsque la victime produit déjà un certificat de consolidation, il faut dire que l'assureur devrait s'exécuter dans les brefs délais. Le 21 octobre 2016, de nombreuses vies sont restées sur les rails ou sous les wagons à Iseka. Et 4 ans après, les droits de plusieurs victimes restent violés. Dans le cadre de la commémoration de l'accident ferroviaire des ECA, Camrail déclare sur sa page Facebook officielle qu'il a organisé une cérémonie de remise des bons d'achat et des kits de fournitures scolaires aux enfants des victimes. Le transporteur ferroviaire annonce le renforcement de l'offre matérielle didactique à la communauté éducative à Ezeka. L'entreprise ne s'est pas exprimée sur la question de l'indemnisation lors de cette journée de commémoration de l'accident ferroviaire d'Ezeka. Toujours dans l'actualité, parlons à présent de ces infrastructures scolaires délabrées dans l'arrière-pays, notamment à Bakassi, là où des enfants ont du mal à se rendre à l'école. L'érosion, de fortes pluies et le manque d'entretien des infrastructures les exposent à des conditions intenables pour l'apprentissage durant l'année scolaire 2020-2021. D'autres précisions avec Nadine Yambou. Construite en 2010, voici ce qui reste de l'école publique d'Idabato 2 dans la péninsule de Bakassi, région du sud-ouest. L'infrastructure a défraîchi en moins de 10 ans d'existence. Salles de classe détruites, portes et fenêtres en lambeaux, l'établissement scolaire est en ruine. Des salles de classe qui résistent encore à la violence des vagues de la mer offrent un spectacle désolant. Des flaques d'eau de part et d'autre. Des bâtiments sont délabrés, envahis par la moisissure, tel un entrepôt abandonné. Le calvaire vécu ici laisse sans voix les élèves qui crient désespérément à l'aide. Les eaux ont détruit toutes les salles de classe. Vous-même, vous pouvez le constater, même les tables bancs n'existent plus. Chers membres du gouvernement, nous vous en supplions de bien vouloir nous construire d'autres salles de classe.
L'école publique d'Idabato 2 est confrontée à un manque criard de salles de classe. Tenez par exemple, les élèves du cours élémentaire 1 et 2 suivent des cours dans une même salle, sans aucune mesure de distanciation sociale visible en pleine pandémie de coronavirus. En octobre 2019, Equinox Télévision présentait le visage lugubre du CES d'Idabato, construit en 2012. 8 ans plus tard, l'établissement scolaire n'existe plus, emporté par les eaux. Face à l'ampleur de cette situation de plus en plus critique, le maire d'Idabato 2 lance un cri d'alarme. Il appelle les pouvoirs publics à construire des écoles dignes des populations de sa municipalité. Nous crions à l'aide. Nous sommes en danger. Je parle ici en tant que maire de la commune d'Idabato 2e et j'appelle le gouvernement à résoudre au plus vite ce problème. Alors que élèves et enseignants travaillent dans des conditions déplorables depuis la reprise des cours le 5 octobre dernier, l'autorité administrative se félicite d'une rentrée scolaire réussie dans l'arrondissement d'Idabato, région du sud-ouest Cameroun. La ville de Douala, ce sont des élèves handicapés déficients auditifs qui ont du mal à suivre les cours. Les conditions d'apprentissage également sont dénoncées dans un environnement insalubre. Les enseignants se plaignent, leur centre manque de salles de classe et les élèves sont parqués, se regroupent dans un seul bâtiment qui réunit plusieurs niveaux scolaires et le matériel didactique lui aussi est insuffisant, déplorent les enseignants. Malgré l'aide qui leur a été accordée par la municipalité, leurs conditions restent toujours préoccupantes, ont-ils indiqué dans ce reportage signé Warren Zede et Nadine Yambou. Des élèves qui reçoivent des cours en langage de signes. Nous sommes au centre d'alphabétisation fonctionnelle pour déficients auditifs de Bilonguet dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala. L'établissement scolaire se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des hautes herbes et des eaux usées menacent la tranquillité des élèves et du corps enseignant. Construite en matériaux provisoires, cette école pour sourds manque cruellement de salles de classe et de tables-bancs. Ces élèves du primaire, tous niveaux confondus, sont logés dans cette unique salle de fortune offerte par un foyer social. Nous occupons une salle. Et dans une salle, nous avons divisé, comme vous voyez là, avec les tableaux, en plusieurs classes. Ça permet pas à l'enfant vraiment de se concentrer sur le travail parce qu'au fur et à mesure que nous travaillons avec certains, il y a d'autres enfants qui essaient de faire le bout, ce qui distrait un peu certains. Ici, nous sommes dans un foyer et vraiment, ce n'est même pas approprié pour les enfants. Ce n'est pas aéré tout. Nous sommes obligés de faire comme ça avec les matières provisoires pour que les enfants ne puissent pas manquer d'éducation. Au-delà de ces problèmes infrastructurels, ce centre pour déficients auditifs de Bilonguet ne dispose pas de moyens didactiques nécessaires pour le suivi de ces apprenants malentendants. Les enseignants à bout de souffle sont contraints d'utiliser des moyens de bord pour dispenser leurs enseignements. Moi, en tant que moi, un déficient auditif, j'ai pu seulement ma conscience à donner aux enfants, mais je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir mieux faire mon travail. Au niveau des signes, nous sommes obligés de perdre le temps pour les cours. Par exemple, si on devait faire 2 cours par jour, nous sommes obligés de faire un cours parce qu'il faudrait qu'on signe bien pour mieux les expliquer. Créé en 2012 par un déficient auditif soucieux de l'éducation de ses pairs, ses collaborateurs et lui appellent les pouvoirs publics et les âmes de bonne volonté à lui venir en aide afin d'offrir un cadre approprié à ses apprenants et de faciliter leur insertion dans la société. Nous interpellons le ministre de l'Éducation de base de venir vraiment à notre aide pour nous fournir les bâtiments pour que nous puissions scinder les salles de classe. Il y a vraiment beaucoup d'enfants encore dans le quartier qui ne vont pas à l'école. Ma vision, c'est que tous les enfants sourds puissent aussi bénéficier d'éducation comme tout le monde. Mais vraiment, le cadre que j'ai n'est pas vraiment approprié. C'est pourquoi alors j'appelle toute personne qui puisse s'intéresser à mon œuvre, à pouvoir m'accompagner dans mon travail. Donc m'aider à aussi apporter
ma contribution pour la rémunération de l'enseignant afin qu'il puisse encadrer les enfants abandonnés dans les quartiers. C'est donc un véritable chemin de croix pour ces élèves déficients auditifs qui, en ce début d'année scolaire, reçoivent du paquet minimum. Cependant, l'éternelle question de l'accès à l'éducation pour tous demeure un véritable problème au Cameroun. Parlons à présent de la lutte contre les stupéfiants. À Bouda, une importante cargaison de chanvre indien a été saisie par les éléments de la brigade mobile des douanes. Dans cette localité, la marchandise provenait de Kumbo, dans la région du nord-ouest. Le récit des faits avec Raphaël Tchoko et Julingue Nyondé. Du cannabis dissimulé dans des sacs de maïs. La découverte est faite par les éléments de la brigade mobile des douanes d'Umbouda, dans la région de l'Ouest. La marchandise, en provenance de Kumbo dans le nord-ouest, en transit à Bafoussam, a été finalement interceptée à l'entrée de la ville d'Umbouda. Et ces stupéfiants qui sont pris de cette manière constituent en vérité du commerce illicite. Que ce soit le capital qui peut être issu de ce produit, il est toujours incontrôlé, ce capital. En même temps, nous le savons tous, il n'y a pas de guerre sans opium. Ce matériel sert aux brigands qui veulent détruire le Cameroun à certains moments et qui se mettent qui mettent le pays en insécurité comme élément de catalyseur. C'est en consommant de ce cannabis que beaucoup de cas d'insécurité sont réalisés à travers la République. 10 sacs de chanvre indien enfouis dans le maïs. L'opération n'aurait connu un tel succès n'eût été l'appui de la brigade terre de Bouda et surtout de l'étroite collaboration de la population. J'aimerais inviter la population à collaborer davantage avec nos services, à nous fournissant le moindre élément qui, à première vue, peut leur paraître anodin, comme c'est le cas ici, où nous constatons toute l'ingéniosité des trafiquants. 3 hommes seront interpellés au terme de cette opération coup de poing. Le présumé trafiquant, le chauffeur du car de transport non immatriculé et son convoyeur. Tous séjournent actuellement à la brigade terre d'Umbouda. L'enquête se poursuit. Restons dans la région de l'Ouest où un supposé abus d'autorité a suscité la colère des populations à Fumban. 2 formateurs des jeunes dans le cadre de la campagne hygiène-assainissement ont été embarqués de force, selon les témoins, par les autorités de la police, ce qui a interrompu pendant des heures la formation et a suscité la colère des populations qui sont sorties dans les rues. Vous allez le voir en image, l'ambiance qui a prévalu à Fumban, l'humeur des commerçants et autres usagers, et le maire qui s'est rendu chez le préfet afin de s'enquérir de la situation concernant ces formateurs embarqués, et le préfet qui, quant à lui, a indiqué qu'il s'agissait de malentendus et une sorte de manque de communication entre la municipalité et la préfecture. Il croyait que le maire était en train de former les jeunes pour la police municipale. Vous le voyez en image, ces mouvements qui ont eu lieu durant la journée à Fumban, après l'interpellation de 2 formateurs des jeunes pour la cellule spéciale pour l'hygiène, l'assainissement à Fumban, dans la région de l'Ouest, département du Noun. Les douanes américaines ont annoncé avoir saisi à l'aéroport de Miami un trésor archéologique en provenance du Cameroun. Il s'agit d'anciennes pierres gravées connues sous le nom de monolithes d'Icom. Selon les experts, ces pierres ont été taillées entre 200 ans et 1000 ans avant Jésus-Christ, a déclaré dans un communiqué le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Les autorités douanières américaines ont précisé que ces monolithes d'Icom seraient rapatriés au Cameroun. Selon l'UNESCO, elles ont une valeur inestimable et sont des pièces uniques et riches en matière d'information sur l'histoire du monde et de la civilisation à travers le continent africain, civilisation de l'humanité également.
une photo pour l'hommage du bâtonnier Charles Patier-Tchakonté lors de la mise en œuvre en France. Il y a eu une mobilisation à la fois de ses camerounais, mais également des confrères français, avocats, qui ont tenu à lui rendre hommage. Le retour de sa dépouille est prévu pour vendredi prochain, en fin de journée, à Douala. Une session du Conseil de l'Ordre est également prévue demain, jeudi. Elle sera élargie, cette session, au poste bâtonnier et poste président des assemblées générales de l'Ordre des avocats du Cameroun. Et il faut le préciser, cela fait déjà un mois que le professeur Maurice Kamto est encerclé par les forces de sécurité et de défense, la police et la gendarmerie, qui sont mobilisés et quadrillent sa résidence à Yaoundé. Il a dénoncé une séquestration, déplorant le fait qu'il n'a jamais été notifié jusqu'à ce jour d'une assignation à résidence. L'affaire a été portée devant les tribunaux et 3 administrations sont traînées devant la justice. Il s'agit de l'administration territoriale, la police et la gendarmerie. Parlons football dans ce journal, les performances des Lions A', le match très attendu Coton Sport de Garoua PW du Bamenda pour les compétitions continentales à venir. Leurs performances et leur programmation pour ces compétitions sont hypothéquées par les batailles que se livrent à la fois la FECAFOOT, la LFPC et les présidents de clubs. Les joueurs, pour être performants, ont besoin de matchs, mais rien n'a été fait jusqu'ici. C'est l'incertitude totale dans les milieux du football. On en parle dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou. À moins de 3 mois du CHAN, les joueurs de l'équipe nationale de football A' du Cameroun n'ont que quelques matchs de préparation dans les jambes. Le championnat suspendu depuis le mois de mars n'a pas repris et des incertitudes planent sur le début effectif le 31 octobre prochain du championnat de Ligue 1, au sein duquel évoluent ces Lions A' en club. Ce qui inquiète le sélectionneur Yves-Clément Arouga-Tento. Bon, nous allons continuer à travailler. Il n'y a pas de championnat. C'est un handicap, il y a quelque chose qui manque. Bon, vous voyez, le CHAN s'approche. La situation est aussi inquiétante pour plus de des champions dans quelques semaines et Coton Sport de Garoua, la Coupe de la Confédération. Pour l'instant, le bras de fer entre Pierre Semengue, président de la LFPC, et les présidents des clubs réunis au sein de la SEC ne donne aucune garantie pour le coup d'envoi de la saison. La semaine prochaine, les présidents de clubs exigent de Pierre Semengue qu'il accepte la nomination d'un secrétaire de la FECA. Cet exercice, chaque parti a convoqué une assemblée générale, les clubs, pour dissoudre la LFPC et le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun pour la proposition de validation des championnats organisés par la FECAFOOT la saison dernière. Réunion tripartite, MINSEP, FECAFOOT, LFPC. Réunion entre le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football et le COCAN afin d'évaluer les préparatifs pour les Lions A'. Au terme de cette première phase d'évaluation de leur préparation, telle que prévue par l'article 6.2 du de cette équipe, au regard des performances actuelles non conformes, selon le ministère des Sports, aux attentes des autorités en charge du football au Cameroun, du président de la Fédération camerounaise de football, il a été décidé à titre conservatoire de placer la sélection des Lions indomptables A' sous la responsabilité de monsieur Tungu Pilé, désormais entraîneur principal, Agouda, entraîneur A', technique. Et fait savoir le ministre des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, dans un communiqué rendu public en fin de journée. Tungu Pilé Martin, désormais entraîneur principal des Lions A' au Cameroun. Un changement qui intervient à quelques mois du début du CHAN prévu au Cameroun d'ici. Mesdames, Messieurs, c'est la fin d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, ses invités pour le débrief du journal, Serge Alain. 21 octobre 2016, 2020, continue de pleurer.
compte tenu du gouvernement concernant les victimes et ça les autorités avec pour tout est des écarts aussi très modernes afin de prêt catastrophe complète et l'organisation. Vous avez ferroviaire sur le processus d'indemnisation qui est toujours en cours. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et qui n'en soit.